Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique à laquelle font face la plupart des startups quand elles se lancent, c'est sortir du lot sur un marché qui est occupé par des acteurs qui sont là depuis longtemps. Au menu de l'épisode d'aujourd'hui, du coup, on va voir justement comment est-ce qu'on fait pour se différencier et sortir du lot quand on est dans ce cas-là, quels sont les bons leviers marketing à activer pour trouver ses premiers clients, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer et comment y répondre, et puis enfin, comment capitaliser sur les avantages compétitifs d'une startup dans ce contexte. Et pour parler de ce sujet-là, je suis donc avec Maxime Poulsen, qui est Head of Growth chez Contrast. Bonjour Maxime. Salut Axel, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être là. J'ai vu que tu avais des super invités, donc je suis honoré de faire partie du Café du Market. Très cool. Bah écoute, ça fait longtemps en même temps moi, que je te voyais aussi sur LinkedIn, donc c'est un plaisir de pouvoir enfin parler avec toi, d'autant que Contrast en plus, c'est une solution aussi dont on dit pas mal de bien dans la communauté et dont j'entends parler souvent, donc c'est cool de pouvoir retracer aussi un petit peu avec vous, j'allais dire, la naissance du projet et justement un petit peu cette stratégie. Donc, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et dans le contexte du coup marketing un peu dans lequel vous évoluez, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Ouais, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Maxime. Je suis dans un premier temps créateur de contenu sur LinkedIn. Alors ça fait quand même un petit moment que je poste, que je poste justement sur des sujets growth, automation, mais aussi assez naturellement ça s'étend sur des sujets product, go-to-market en général. Mmh. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis chez Contrast. Premier recrutement côté business. Et voilà, vraiment j'ai été recruté pour prendre ce produit qu'on avait il y a 3-4 ans et vraiment faire tout le go-to-market. Donc c'est exactement le sujet de l'épisode. Donc je vais pas peut-être trop rentrer dans le détail là-dessus. Je pense qu'on peut aborder tous ces points-là quand on arrive au sujet spécifique. Mais voilà, aujourd'hui on a fait quasiment fois 200 depuis mon arrivée. Et Ouais. voilà, on va pouvoir aborder ces sujets durant l'épisode. Ouais, carrément, écoute, c'est une belle. Faut voir d'où ça partait. Ça fait effectivement fois 200, il y a un beau chiffre. Très cool, bah, c'est On marrant partait parce que de, on partait de loin, hein. ouais. Ça c'est sûr. Mais du coup, ouais, donc bon, j'allais dire, on va rentrer un petit peu dans ces sujets. Tu l'as dit, go to market, et c'est là que c'est intéressant, tu vois, quand on parle growth aussi, même marketing, j'allais dire un petit peu en général, c'est à la frontière entre des problématiques un peu product, un peu et évidemment market business quoi. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc si on doit rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je disais la problématique elle est assez classique au final quand on est une startup. Souvent on le voit, c'est qu'on fait une chose un peu mieux que des acteurs spécialistes généralistes sur un marché. Donc à moins de créer une nouvelle catégorie, en tout cas on arrive toujours sur un marché où il y a des acteurs qui sont un petit peu implantés avec leurs pratiques et leur vision des choses. Comment est-ce que tu fais du coup déjà pour te différencier et sortir du lot? Comment tu fais face à ce type d'acteurs en fait? Alors déjà, créer une catégorie pour ceux qui se disent, moi j'ai pas envie de me lancer contre les géants, c'est d'autant plus difficile si ce n'est plus Ouais, difficile. Donc mais bon, ça c'est un sujet c'est pour un clair. autre épisode. Euh, Écoute, aujourd'hui, je sais que toi, tu te concentres principalement sur des sujets marketing, mais je pense qu'aujourd'hui, assez naturellement, on va être aussi obligé de parler de produits. Ouais. Parce qu'une énorme partie du marketing se fait via le produit. Donc, je pense qu'il y a deux grands aspects à travers lesquels on va pouvoir justement se différencier. Le premier, c'est justement le produit. Donc, tu vois, quand on a commencé à faire notre go-to-market avec Contrast, la première chose qu'on a fait, c'était d'interviewer des centaines et des centaines de marketeurs. Peut-être que des gens qui écouteront ce podcast faisaient partie des gens à qui on a parlé à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on leur a posé comme question? On leur a dit, bon, vous connaissez Zoom, vous connaissez GoToWebinar. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Quelles sont les problématiques? Et en fait, l'idée pour nous, c'est de créer quelque chose déjà qui sort du lot. Et ça, c'est la première différenciation. Elle se fait fondamentalement au niveau du produit. Si on n'a pas un produit qui est différent, si on n'a pas un produit qui vaut le coup de d'investir et potentiellement de prendre le risque sur quelqu'un qui n'est pas leader du marché, déjà, à partir de là, on n'a pas de possibilité d'être différent. Le deuxième pan, c'est le go-to-market. Alors, go-to-market, ça peut vouloir dire plein de choses. Si peut-être je définis très Mhm. rapidement le mot, go-to-market, c'est trouver à qui on vend, comment on leur vend et comment on décrit justement ce qu'on va leur vendre. Donc c'est vraiment la totalité de la vente. Alors ça peut se faire sur une partie commerciale, ça peut se faire sur du self-serve, ça peut se faire via du PLG. Il y a plein de manières de faire du go-to-market. Et euh, je- le go-to-market, c'est une très bonne façon aussi de se différencier par rapport à d'autres acteurs. Alors,
Je pense qu'on va pouvoir aborder un petit peu ce sujet un petit peu plus tard, donc je vais très rapidement en parler là-dessus. Euh, Supposons par exemple que... je vais donner un exemple très concret. Salesforce. Salesforce qui Mmh. est le gros acteur dans le domaine du CRM. Qu'est-ce qu'on reprochait à Salesforce? On reprochait à Salesforce d'avoir un produit trop archaïque, un produit qui était trop difficile à utiliser, un process de vente qui était uniquement sales-led. Les gens avaient l'impression de se faire arnaquer parce qu'on leur faisait des offres, rien n'était disponible sur le site web. Qui arrive? HubSpot, qui crée un produit beaucoup plus simple, peut-être moins de fonctionnalités, mais qui travaille l'inbound, qui travaille le product-led, et qui est capable, via cette intersection entre le produit et le go-to-market, de créer quelque chose de différent. Alors, ça serait ma première grande réponse et les deux pans sur lesquels il faut travailler pour justement se différencier par rapport à d'autres acteurs du marché. Mais un autre petit point que j'aimerais aussi aborder, c'est, je pense que le côté visuel, il a un aspect très fort. Et là, je me dis pas du tout expert en brand. Je pense qu'on a construit Mmh. quand même une très belle brand et on a dû beaucoup itérer dessus pour arriver à quelque chose dont on est fier. Mais la manière dont ce à quoi le produit ressemble, ce à quoi le marketing ressemble, ce à quoi le go-to-market ressemble, c'est le premier scroll stopper. C'est la première chose qui attire l'œil. C'est la première chose qui se dit peut-être que eux, ils sont différents. Peut-être que eux, ça vaut le coup justement que on s'intéresse à eux, qu'on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est via le design produit, c'est via le design du site web, c'est via le design de tous les assets qu'on crée. Je pense, extrêmement important de aussi créer une brand qui est différente et de réussir à distiller cette brand à travers tout ce qu'on fait, à travers le produit, à travers le go-to-market, à travers le marketing, à travers le sales. Euh, Tout ça, finalement, c'est ce que moi, j'appellerais le positionnement. Le positionnement, c'est pas Mmh. juste comment je décris le produit. Le positionnement, c'est aussi qui est-ce que nous, on est et comment est-ce qu'on distribue le produit. OK, et c'est vrai que tu vois, je reviens sur ce que tu dis au début sur la partie, identification de la part du marché adressable, interview avec les utilisateurs et tout, tu vois? Moi, c'est vrai que j'aime bien aussi l'histoire, quand on parle de ça, de ConvertKit. Je sais pas si tu connais, mais Je connais pas que l'histoire. bah, en fait, c'est voilà, bon bref, le fondateur, c'était un créateur de contenu et puis en fait, il était un peu frustré de l'utilisation de Mailchimp qui archi-dominait le marché à ce moment-là de Mm. l'emailing. Et puis du coup, en fait, il s'est concentré effectivement sur la partie, créateur de contenu, tu vois? Après un peu individuel, pour créer son propre outil d'emailing avec un process assez simple, landing page, lead magnet qui permettait d'alimenter une base, email, et puis du coup, et de l'emailing derrière, et c'est une croissance très forte. Et donc au final, c'est ce que tu disais, il s'est concentré sur une part de marché qui est assez restreinte, on va dire un peu niche pour commencer, Ouais. identifier un besoin qui était peut-être un peu mal servi, ou moins bien servi en tout cas par l'acteur historique, qui archi-dominait, et du coup il a été très fort sur cette proposition de valeur là, en proposant une expérience un petit peu différente aussi, que cet acteur un peu historique pour une cible bien précise, quoi. C'est là où je pense qu'on rencontre et beaucoup de marketeurs qui vont écouter ce podcast vont reconnaître un problème qui est assez clé, c'est que souvent on a un manque d'alignement entre euh, les C-level, souvent le CEO, le CTO, qui eux ont affaire à des investisseurs à qui on leur dit mais comment vous allez faire un business à 1 milliard? Comment vous allez être la prochaine Mmh. licorne? Il faut voir grand. Et en fait, la vérité, c'est, il y a cette expression en anglais, riches are in the niches, Niches, ouais. niches. Mmh. Mais c'est vrai que la différenciation, plus on cible quelqu'un de spécifique, plus on peut se différencier vis-à-vis de cette cible spécifique. Et vouloir être différent par rapport à tout le monde, surtout qu'on a un produit à qui on va potentiellement manquer des fonctionnalités face aux gros acteurs, c'est impossible. Il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est aussi se dire, bon, bah, je commence avec eux. Alors depuis notre premier go-to-market en août 2022, on a étendu, on a plein d'autres types de clients, mais on s'est vraiment concentré sur quelque chose de très 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 spécifique et comment on peut créer pour eux une expérience exceptionnelle. OK, ouais, donc vous avez pris un petit peu cette approche-là. Parce que c'est vrai que c'est cette dichotomie, j'allais dire un petit peu, mais en fait, c'est pas incompatible. C'est la vision à long terme du business que tu veux construire et du marché adressable, Mm. et effectivement du potentiel maximal, on va dire, et Ouais. des étapes, qu'il faut poser, des jalons qu'il faut poser pour aller jusque-là, en commençant effectivement, en fait, c'est pas parce que tu commences petit, sur une niche, que ça veut pas dire que tu peux pas, petit à petit, élargir ton offre et puis ton audience, quoi. Je suis 100% d'accord et je pense que ce qui fait d'un bon go-to-market, c'est aussi la capacité à voir petit. C'est à voir sur le mois à venir
sur les 2 mois à venir, les 3 mois à venir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça continue de marcher? Alors, il faut toujours garder en tête, il faut pas sacrifier aujourd'hui pour, pas sacrifier demain pour aujourd'hui non plus. Mmh. Mais la vérité, la croissance, elle se trouve souvent dans les 2-3 mois à venir. Et il faut aussi trouver ces premiers filons ces premiers fils sur lesquels on va pouvoir tirer pour arriver aussi à la vision long terme et potentiellement aller construire une boîte à 1 milliard. Ouais, ouais, bah, puis effectivement un produit, un positionnement, ça évolue dans le temps, tu rajoutes des fonctionnalités, du coup tu t'élargis, ta cible, tu ton positionnement, enfin tout ça, ça bouge. Mais du coup, c'est ce que tu dis. Alors au Exactement. début, focus, sur, grosses interviews, enfin un gros panel d'interviews, utilisateurs Mm. pour identifier un petit peu les manques, les frustrations et construire un produit adapté. Et puis après effectivement une marque, investir sur une marque qui soit différente, et adaptée aussi à l'utilisateur que vous ciblez, quoi. Donc C'est ça. Et je dirais des aussi sujets de que positionnement, ces deux classiques un petit peu, sujets, enfin classiques. product, go-to-market, en fait, se nourrissent euh, presque intrinsèquement parce que avoir une cible très spécifique, ça veut dire un discours plus précis, mais ça veut aussi dire des feedbacks utilisateurs plus homogènes. Mmh. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile de créer cette feedback loop, excusez mes anglicismes pendant cet épisode, Ouais, mais de pouvoir justement prendre des retours utilisateurs d'une cible très spécifique. Tout le monde nous dit, 82% des clients nous disent on a besoin de ça. No-brainer, on construit. ouais, Parce que pour continuer de répondre aux besoins de cette cible, eh ben on a besoin de construire ça. Et après, au fur et à mesure, on arrive à étendre sur des cibles de plus en plus vastes. ouais. C'est vrai qu'il y a un gros danger là-dedans, c'est de pas être assez restreint au début et puis au final, tu as des retours qui sont très différents et tu es incapable de prioriser une roadmap parce qu'effectivement, bah, tu as un grand compte qui va te demander un truc et si tu veux servir, les marketeurs en startup, bah, c'est pas tout à fait les mêmes fonctionnalités qui vont devoir être priorisées, quoi. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est à vouloir construire un produit pour tout le monde, on construit un produit pour personne. Exactement, c'est très cool. Bah, écoute, on va arrêter là-dessus. Non, on Ok. va quand même continuer sur la question d'après. Au-delà des sujets de positionnement, du coup, comment est-ce que alors, bon, effectivement, tu as dit produit, positionnement, marque, mais comment est-ce que tu identifies les bons leviers, marketing à activer pour trouver tes premiers clients? Parce qu'en fait, j'allais dire, normalement, quand tu arrives sur un marché où il y a du monde, bon, bah, en SEO, potentiellement, il y a déjà du monde, en paid, il y a des plus gros budgets que toi. Enfin, tu vois, du coup, sur quoi t'as misé au début? Alors, je pense que un petit peu de contexte aidera aussi à comprendre ma réponse. Mmh. Assez naturellement, dans le milieu des outils de webinar, quand on fait face à des Zooms, à des GoToWebinar, à des acteurs qui ont une place indiscutable dans le domaine, il y a un énorme challenge de trust. Et d'autant plus dans les webinars parce que, Axel, toi, tes clients, tu as 400 personnes qui s'inscrivent à ton événement. Si nous, on se foire, toi, tu as l'air d'un con. Alors que c'est pas ta faute. Mais Mmh. pas tout le monde va penser que c'est pas parce que l'outil plante que c'est ta faute, etc. Donc il y a un énorme enjeu de trust. Très différent, par exemple, de June. Je sais pas si tu connais June, des analytics produits internes. Ouais, Si l'application est down quelques heures, voilà, ça casse tu les survis, ouais. coucougnettes, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il y a un énorme enjeu de trust et tout a été construit autour de ça. Alors, nous, au début, ce qu'on a fait, network, network, network. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai écrit des cours chez Le Wagon, j'ai participé à beaucoup d'événements, et la communauté grosse aussi, je pense, en France, elle est assez... on a une forte communauté. Et donc, j'ai pu assez rapidement ouvrir des conversations avec des gens. Les réponses qu'on a eues aux interviews nous ont permis de construire des points différenciants, même si potentiellement il nous manquait d'autres fonctionnalités. Et moi, j'ai pu insister sur ces points différenciants en disant, bah, peut-être qu'il va te manquer A, B, C, mais D et E, tu vas les avoir comme jamais. Donc, d'abord réussir à construire ces premières relations avec des personnes en étant extrêmement clair sur la valeur ajoutée, la valeur voilà, qu'on propose qui est différente d'autres outils. Et après, euh, au fur et à mesure justement du processus de vente et des interactions avec les gens, je suis obligé de revenir à ces sujets de brand et de positionnement. Quand tu pitches le produit, comment est-ce que tu pitches le produit? Est-ce que tu forces les gens à faire une démo call, une intro call, un product call, un onboarding call, un closing call, etc. Ou est-ce que au contraire, tu essaies d'être différent? Nous, depuis le jour J, en un call, on fait discovery, démo, pricing, next step. Un call, 45 OK. minutes. Tu, Axel, tu serais étonné du nombre de gens qui me disent, franchement, Max, merci.
Merci de pas me faire perdre mon temps. Merci de faire qu'un seul call. Merci de, je peux partir, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux prendre ma décision, plutôt que d'avoir un processus à rallonge. Et ça rentre dans notre positionnement de, on veut faire les choses différemment. On veut être facile. On veut être simple à utiliser. Quand on fait des démos, est-ce que tu choisis de faire des slides? Tu fais une démo avec Salesforce, le mec il va te passer 45 slides pendant une demi-heure, ou est-ce que nous on fait des démos dans le produit? La première chose que tu vois quand tu rentres dans une démo avec moi, c'est le produit. On monte tout dans le produit, tout c'est des screen shares, on a confiance en notre produit, on montre aux gens que tu vas faire la démo dans le produit, ça veut dire être sûr que le produit va fonctionner au moment où on va faire la démo. Alors, Mmh. c'est sûr que parfois ça marche pas, et quand j'ai des bugs, alors là je suis un peu comme un con parce que je Ouais. me dis comment on va faire. Mais tout ça joue dans cet aspect trust. Alors je dirais que ça c'est vraiment peu importe le levier qu'on décide d'activer, ça c'est un peu la composante ou l'archétype le plus intéressant, ça va être la trust. Donc au tout début, on a fait beaucoup de network, beaucoup d'outbound très spécifiques, très OK. targetés. On a aussi essayé de faire beaucoup de PLG. Et je dirais attention aux gens qui veulent faire du PLG. C'est très difficile de faire du PLG si on n'a pas justement cette première base d'utilisateurs à partir de laquelle se construire. L'essence du PLG, c'est la capacité de leverager, d'utiliser justement les utilisateurs existants, gratuits ou payants, pour amener aussi d'autres personnes. Alors ça a un Mmh. contexte plus large. C'est quel type de contenu on crée, comment est-ce qu'on crée l'expérience produit. Mais mettre powered by Contrast partout, ça suffit pas à faire une boîte. Donc on a dû nourrir aussi ce côté PLG, qui aujourd'hui représente, j'ai regardé ce matin, 29% de notre croissance. OK. Euh, on a dû nourrir ça via un premier batch de clients. Donc PLG gros fail au début, beaucoup d'outbound et de sales. Et après on s'est dit bon bah c'est pas possible pour nous de créer une boîte qui est scalable en faisant ça, en faisant du network, en faisant de l'outbound un à un. Même si on recrute, comment est-ce qu'on va construire une boîte qui va être rentable? C'est pas possible. Et donc on a commencé à travailler sur la partie marketing. Et tu dis ok bon bah comment tu fais face à Zoom, GoToWebinar, tous ces outils qui ont justement une stratégie SEO par exemple qui est bien en place. Mmh. euh, Valeur et qualité. Alors, comment est-ce que nous, on a passé du temps déraisonnable à écrire des articles? Mais alors, je t'assure que si tu tapes What is a webinar ou How to host a webinar, aucun article te donnera autant d'informations et de valeurs structurées, autant de spécificités que nos articles. OK. Et je sais pas à quel point tu veux rentrer dans les spécificités SEO. Il y a 2 ans, on était à 32 de domain rating. OK. Aujourd'hui, on t'appelait 70. Donc déjà, aujourd'hui, on est un nom dans un peu le milieu. On a beaucoup plus de DR que beaucoup. Alors, ça veut pas tout dire, bien évidemment, Non, mmh. mais on a 30-40% de croissance qui vient du SEO. Pourquoi? Parce qu'on a créé du contenu incroyable, qu'on a réussi à créer aussi toute une stratégie de repurposing aussi, parce que petite équipe veut peu de ressources, on a besoin d'être plus efficace sur quand on crée ces morceaux de contenu qui sont au cœur de notre stratégie, comment est-ce qu'on peut les distiller en beaucoup d'autres morceaux de contenu pour récupérer plus de valeur. Euh, alors, je me suis un petit peu égaré là, mais bon, Ouais. je pense que j'ai essayé d'aborder tous les points sur lesquels on a bossé. Ouais, mais si je reprends, au final, tu as quand même construit, l'histoire de façon assez structurée. C'est enfin, au final, au début, tu l'as dit, les premiers utilisateurs, forcément, c'est des choses qui sont pas scalables, en fait, qui prennent du temps, Ah bah c'est sûr. du réseau, de l'outbound, mais qui est vraiment pas sur du volume, on va dire, ultra spécifique, tu l'as dit, Ouais. pour pouvoir déclencher les premières conversations, construire ce premier batch d'utilisateurs qui vous a permis ensuite de passer sur des modèles un peu plus scalables, PLG, du coup alimenté forcément, tu l'as dit, par du SEO, contenu très qualitatif Ouais. au final. Et peut-être que c'est l'avantage aussi d'arriver après les boîtes qui ont fait du SEO il y a 10 ans, je veux dire, dans le sens où c'était facile de ranker avec des articles un peu bullshit bourrés de Ouais. mots-clés. C'est vrai. Là où toi, ben, aujourd'hui, si tu veux pouvoir effectivement produire du contenu qui a du potentiel, tu es obligé de rajouter de l'expertise, de la matière. Et donc, du C'est coup, ça. ça peut te permettre, on va dire, en tout cas, ça crée une différenciation aussi par le contenu sur ces leads-là, quoi. Donc, d'abord, outbound growth. Ensuite, tu l'as dit, bon, modèle PLG qui prend de l'ampleur, qui est alimenté aussi du coup par une stratégie de contenu SEO. Exactement.
en Qui self-serve, sont quoi. aujourd'hui encore et on est encore sur la même on est encore sur les mêmes points aujourd'hui, hein, et on se pose même pas la question d'en ouvrir d'autres parce qu'aujourd'hui on est déjà tellement alimenté en inbound par notre motion PLG, notre motion SEO, que aujourd'hui on voit difficilement nous investir dans un nouveau canal comme faire du paid. Alors, on a essayé de faire du paid, hein, on a dépensé 5-10 000 balles, ça ne a pas du tout marché. Je pense Ouais. qu'on avait aussi pas la connaissance produit ou même pas les connaissances en interne pour pouvoir faire ça. Mais un autre point que je voulais aborder, et ça me revient que maintenant, c'est le referral. Et je pense Ouais. que quand tu arrives sur un marché où justement tu veux proposer quelque chose de différent, tes clients vont être tes meilleurs ambassadeurs. Mmh. Et nous, on a fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de Do Things That Don't Scale, Ouais. qui est une phrase de Brian Balfour. Je me rappelle plus exactement qui a dit ça. Mais alors, on a fait des trucs, Axel, qui ne scalaient mais pas du tout. Tu sais que nos 50 premiers clients, on a ouvert des channels Slack partagés avec chacun d'entre eux. Ils OK. avaient un accès en direct à toute l'équipe. On a encore des clients aujourd'hui qui, 3 ans plus tard, sont encore clients chez nous, qui ont encore cette channel que maintenant, aujourd'hui, on vend sur notre plan support premium, etc. Ouais. Tous nos clients avaient accès direct à l'équipe. Aucune autre boîte ne fait ça. On prenait des calls avec eux. On avait des clients US. Moi, je prenais des calls à 1h30 du mat pour réparer des workflows HubSpot de nos clients, alors qu'on n'est pas une boîte HubSpot. Mais on Ouais. s'intègre tellement bien avec HubSpot que c'est ça qui est important pour nous. Et en fait, encore aujourd'hui, et d'ailleurs, je dirais que même de manière assez constante sur ces 3 dernières années, le referral, ça a été entre 25 et 35% de notre croissance. Et en permanence, on a des gens qui font des posts LinkedIn sur le produit. On a des gens qui nous recommandent sur LinkedIn. On a des gens qui nous donnent des reviews sur G2, sur HubSpot. On a des gens qui nous recommandent des gens. Le nombre de gens à qui je parle qui m'ont dit, bah tiens, Lorraine de Rally m'a parlé de vous, elle m'a dit que vous étiez incroyable, que c'était trop cool, qu'il fallait absolument que je vous utilise. En fait, cette personne-là, elle arrive à la démo. Elle est déjà closée. Mmh. Ah, il est convaincu, ouais, ouais. Voilà. Le travail est Elle est fait, quoi, juste ouais. là pour histoire de dire à son boss, c'est bon, j'ai fait la démo. Ouais. Et, Voir comment ça marche, quoi. et, Mais et tu vois, oui, le terme que j'aime là-dessus, c'est white glove. Comment on crée, et c'est un petit peu ce que je disais aussi avant, comment on crée des expériences exceptionnelles pour des gens. Comment est-ce que nous, on arrive à distiller notre expertise du milieu et notre expertise, notre connaissance du produit pour que ce soit eux les boss. Pour que dès qu'ils ont une question, ils aient une réponse. Pour que dès qu'il y a un bug, ils soient rassurés. Pour que dès qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ben nous, on arrive à rentrer et on leur sauve un peu la mise. Et ils ne sont pas redevables, mais ils sont tellement contents de travailler avec des gens qui sont là pour eux que ça crée en fait une relation extrêmement forte. Et les autres grosses boîtes, Zoom, ils peuvent même plus si tu faire as un ça. contrat à 100 000 balles par an avec Zoom, ils vont pas faire ça. Mmh. Pourquoi? Parce qu'ils ont 1000 des contrats à 100 000 balles par an. Et comment est-ce que toi, tu peux créer quelque chose d'exceptionnel? Bah, c'est en traitant tes clients comme les rois, les reines, euh, et vraiment en proposant des expériences, ouais, expériences exceptionnelles. Je pense que c'est tellement important, surtout quand on doit construire cette trust. Ouais, j'allais dire, au final, ça, c'est un peu l'avantage de la petite boîte à petite échelle, enfin, où tu as un bassin de clients qui, au final, au début, est encore assez réduit. En même temps, tu te dois de le faire, et en même temps, du coup, c'est un peu ton avantage compétitif comparé à Zoom. J'allais dire, où tu es un client, tu l'as dit, parmi des millions, bah, quand tu es un client parmi une centaine ou quelques centaines, bah t'as pas du tout la même approche, puis la même Ah, c'est attention sûr. effectivement de la part. Donc ça fait partie un petit peu des différenciateurs aussi qui peuvent te permettre toi d'aller concurrencer des acteurs beaucoup plus gros, quoi. Mais tu vois, je Bah, trouve que ça fait rappel à ce que je disais tout à l'heure. Parfois, le go-to-market, c'est se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant, qui potentiellement ne marchera pas plus tard, mais qui est ce qu'on a besoin de faire maintenant. Et aujourd'hui, une des grosses thématiques, c'est comment est-ce qu'on arrive toujours à proposer des expériences incroyables à nos clients. Alors maintenant, on est obligé de faire le choix, on peut pas le faire à tous, c'est pas possible. Quand tu as des centaines et des centaines de clients, tu peux plus traiter tout le monde comme ça, malheureusement. mmh, mmh. Après, il faut commencer à faire des choix. Mais comment est-ce que nous, on peut, au maximum de notre possible, via la data, via l'automation, via des dashboards, via plein de choses, continuer de proposer, d'être proactif, continuer de communiquer, continuer de faire toutes ces choses-là qui ne sont peut-être pas ce qu'elles auraient chez les concurrents. Ouais, mais après c'est ce que tu dis, c'est les efforts à un instant donné pour aller chercher les parts de marché que tu dois C'est prendre en tout ça. cas ou que tu peux prendre.
Et après, bah, effectivement, en grandissant, tu vas avoir d'autres problématiques. Forcément, il y a des choses que tu faisais à l'époque. Enfin, le do fix, don't scale, c'est typiquement Ouais, ça, quoi. C'est effectivement, au début, ouais, exactement. t'aurais bien envie, mais en fait, il y a des étapes qui vont te permettre après de pouvoir mettre en place des actions qui vont scaler. Mais si tu veux faire ça dès le début, ça marchera pas, quoi. Notamment parce que tu as ce gros enjeu, j'allais dire, de confiance. Évidemment pour vous, parce que tu l'as dit, c'est un outil de live. Donc si en plus tu pètes en direct, bah effectivement l'impact il est encore plus important. Mais après c'est aussi un petit peu au final la problématique de toutes les startups qui démarrent, c'est pour trouver tes premiers clients, c'est pourquoi je vous ferai confiance quoi au final. Et Exactement. du coup par la marque aussi mine de rien, de ce que tu disais, c'est vrai que quand on va enfin moi Contraste du coup je te disais vu que je te connais depuis longtemps, enfin que je te suis en tout cas depuis aussi longtemps sur LinkedIn. En fait, moi j'ai toujours eu l'impression que vous étiez plus, tu vois, qu'est-ce que vous étiez. C'est se donner aussi cette impression par la marque de boxer un peu dans une catégorie dans laquelle t'es pas, quoi. Entre guillemets, dans cet aspect marque, au final, sur lesquels on a du mal à investir au début, bah, ça peut être aussi un vrai levier, effectivement, de réassurance, quoi. C'est sûr. Et très rapidement, je dirais, ne vous différenciez pas par le prix. Ouais. Sinon, ce sera toujours la course à qui peut proposer le prix le plus bas. Et si on regarde sur des enjeux un petit peu plus gros, les plus grosses boîtes, elles pourront toujours undercut parce qu'elles ont plus de scale, elles ont des meilleurs contrats avec leurs providers. Ne jouez pas le jeu du prix. Au contraire, si vous arrivez à vendre quelque chose à un prix supérieur à vos compétiteurs, c'est que vraiment vous avez trouvé un filon. Et ça, c'est voilà, faut pas jouer le jeu du prix. Ça, Tu perdras c'est un toujours, coup à quoi, construire effectivement. quelque chose qui Mm. ne marchera pas en fait. Ok. Et du coup, j'allais dire, t'as d'autres. C'est quoi un petit peu les avantages compétitifs du coup à être une startup? T'as brossé un petit peu cet aspect euh, customer care, on va dire, en tout cas l'attention à l'utilisateur. Euh, Face à un géant, sur quoi tu peux capitaliser du coup quand t'es effectivement petit? Alors, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est la capacité à apprendre des erreurs des autres. Au Ok. fur et à mesure des discussions, bon bah on apprend que tel compétiteur il a augmenté les prix et il a prévenu le client comme ça, donc en fait maintenant eux ils les détestent. On a appris que tel compétiteur il a sorti cette fonctionnalité, mais en fait ça a cassé celle-ci et ça en fait ils en peuvent plus. En fait, nous on a heureusement énormément d'erreurs que tous nos compétiteurs ont pu faire à partir desquelles on a pu apprendre. On a aussi là où ils sont aujourd'hui, où on est capable de tirer de l'inspiration, on est capable de facilement voir en fait ce que les autres ont pu faire. Alors ça veut pas dire copier et faire la même chose. Ça veut dire qu'en fait on a presque une base de données dans laquelle pouvoir piocher des idées, des expérimentations, etc. Donc comprendre ce que les autres ont fait, comprendre quelles ont été les erreurs et construire une partie de sa stratégie là-dessus. L'autre côté, c'est l'agilité. C'est vraiment la métaphore ou l'analogie la plus proche, ça serait le bateau de croisière vs le catamaran ou le petit Zodiac. Si Zoom décide aujourd'hui qu'ils veulent changer leur stratégie produit et plutôt aller travailler sur les fonctionnalités de recyclage de contenu avec IA, ça va leur prendre 6 mois. Pas parce qu'ils n'ont pas les ressources, mais parce que une Processus de combinaison de la loi de décision. price plus le change management plus tout ça fait que c'est extrêmement long de mettre autant de gens en route et de les faire travailler sur de nouveaux projets. Je sais pas si tu peux même pas imaginer le nombre de fois où on a fait quelque chose toute la semaine. Le dimanche soir, on s'appelle avec les founders, on se dit, on y a réfléchi, on pense que c'est pas la bonne direction. Lundi matin, on scrape tout le code, on part sur autre chose. Et lundi matin, tout le code était out et les devs étaient Mhm. lancés sur autre chose. Et Zoom ne peut pas faire ça. GoToWebinar ne peut pas faire ça. Il y a une inertie qui est tellement forte que nous, on est capable aussi. Alors là, on rentre dans un autre sujet. Et, tu vois, c'est là où je vois à quel point c'est important parce que peu importe de quoi je parle, je reviens à ces sujets produits. Il faut d'un côté construire quelque chose que les gens veulent, mais aussi construire quelque chose que les gens vont vouloir. Et il faut aussi réussir à trouver, via la connaissance du marché, via la connaissance de la cible, ok, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils veulent aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils veulent. Et Mhm. l'agilité, ça permet aussi de rapidement sauter sur une trend. Ouais, tester. On a eu justement la trend IA qui est arrivée, mais en full force avec ChatGPT, quoi, 2023. Et nous, on a construit toutes nos fonctionnalités de repurposing en un mois et demi autour des premiers modèles ChatGPT. Personne d'autre faisait ça. Personne d'autre. Et cette agilité, bah, ça nous permet aussi de nous différencier. Je pense qu'en général, quand on va justement être le nouvel acteur dans une industrie, il faut qu'on pense à la courbe d'adoption.
de Crossing the Chasm. J'imagine que Mmh. tu la connais. En fait, tu cherches les early adapters et les innovateurs qui sont justement dans cette phase de je cherche des nouveaux produits, je veux être à la mode, je veux pas forcément, tu vois, je connais pas très bien Axel, mais j'imagine que quand tu vas aller chercher un outil pour faire de l'emailing, ou tu vas aller chercher un outil pour faire des webinars, ou tu vas aller chercher un outil pour faire quelque chose, tu vas pas tout de suite te dire ah bah voilà, Salesloft, c'est l'email, l'outil le plus connu pour faire mes emails. Tu vas peut-être poser la question est-ce qu'il y a des nouveaux outils qui sortent, qui sont peut-être différents, qui sont plus faciles à utiliser. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Et l'agilité, ça permet aussi de, même la première partie, apprendre des erreurs et comprendre ce qu'ont fait les autres, plus l'agilité, ça permet de très spécifiquement cibler ces personnes-là et de les closer, d'en faire des fans de ta boîte. Ouais, OK, d'accord. Ouais, si, bah, enfin, tu l'as dit, effectivement, tu as plusieurs populations, j'allais dire surtout au démarrage, early adopter, innovateur, tu l'as dit, c'est bon, évidemment, c'est ces personnes-là qu'il faut aller chercher et j'allais du coup, dans votre cas, on revient au final sur la niche un petit peu du début, j'allais dire la boucle est bouclée. Ouais, C'est ça sur enfin, en plus, population marketing, c'est sûr que tu es peut-être déjà sur, une population qui a plutôt tendance à vouloir tester de nouvelles choses, qui est assez tu serais curieuse, quoi. étonné. Tu Ah ouais? serais étonné. Putain. Ouais, ça dépend des boîtes. Ça Ouais, dépend vraiment des boîtes. Petite anecdote marrante. Notre premier ICP, on les appelait Small But Pro. Des petites mmh, entreprises, généralement 20 à 50 employés, qui voulaient avoir l'air pro. Des startups qui étaient ouais, un petit peu positionnées comme nous, des Mojo, des Elevo, tu vois, des boîtes qui font aussi face à d'autres, Mojo, Gong, Elevo, mmh, je connais pas assez RH, mais petite boîte à l'époque qui voulait paraître plus grosse, plus pro. Et un de nos critères, qui est le critère le plus difficile à décrire à un outil de création de liste, c'est est-ce que la boîte est cool? Et ces boîtes qui sont cool, elles vont vouloir prendre des risques, elles vont vouloir faire les choses ouais. différemment, parce que c'est ça aussi être cool, c'est cool. On s'entend, tu vois Oui, ce que oui. je veux dire? C'est aussi Je faire vois les ce que tu choses veux dire. différemment. Ouais, du coup, c'est ça, c'est plutôt, enfin, du coup, tu l'as dit, en même temps, ça te place plutôt sur des marketeurs potentiellement dans l'environnement un peu start-up, justement, innovation, que c'est sûr que la PME tradi, à l'ancienne, c'est pas Exactement. forcément là que tu vas aller chercher du coup ta cible, quoi. C'est ça, exactement. OK, très cool. Écoute, c'était super intéressant, j'allais dire un petit peu sur ce retour d'expérience, et au final, j'allais dans les podcasts, c'est un peu toujours pareil. Du coup, on revient sur ce qui a marché en tout cas ou ce qui fonctionne et moi j'aime bien toujours un petit peu conclure en montrant que c'est jamais rose pour tout le monde, le marketing. C'est quoi un petit peu tes challenges du moment? Euh, le challenge du moment, c'est pas tout ce qu'on a fait jusqu'alors, c'était de construire des expériences de manière absolument pas scalable. Et le gros challenge que je vais détailler un petit peu, c'est comment est-ce que nous on mature en tant qu'entreprise. Comment est-ce qu'on Ouais. est capable aujourd'hui de standardiser, de créer des process, de pouvoir potentiellement recruter des nouvelles personnes et leur expliquer ce qu'on a fait dans le passé. Euh, et, et on peut plus juste être la petite boîte scrappy qui fait des choses au pif. Donc maintenant, moi, mon gros projet, et ça va être mon gros projet des 12 prochains mois, c'est d'essayer de garder un œil sur tout ce qu'on fait et de dire, OK, bon, bah, ça, on a un process, on a déterminé comment on allait le faire, tu l'as pas fait comme ça, désolé, mais il faut qu'on le fasse d'une certaine manière. Et ça veut dire, c'est comme ça qu'on va construire une boîte qui va faire des millions d'ARR tout en restant une petite équipe. C'est en ayant des process très clairs, standardisés, qui vont toujours nous permettre de créer des expériences de très haute qualité via la standardisation. Ça ne veut Mmh. pas dire qu'on personnalise pas, mais on standardise au moins une partie du process pour qu'il n'y ait plus de questions, pour que ce soit très clair ce qu'on fait. Le deuxième sujet, c'est le pricing. Euh, PLG, généralement, veut dire offre disponible sur le site web, les gens peuvent Mmh. s'inscrire. Généralement, ça veut dire des ACV assez faibles, average contract value, valeur de deal moyen. Un de mes gros sujets aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour augmenter la valeur des contrats en moyenne sans venir rallonger le temps de vente. Moi, je travaille énormément OK. sur, avec les équipes produits, quand on sort des fonctionnalités, lesquelles est-ce qu'on inclut sur tous Dans les les plans, packs, ouais. Mmh. lesquels est-ce qu'on met pas en gratuit, lesquels est-ce qu'on vend en premium, à combien on les vend, comment on décrit, comment on explique la valeur. Et tout ça, ça rentre justement dans une considération un petit peu plus grosse qui est, comment est-ce qu'on construit aussi un processus de vente un petit peu plus solide, qui a justement une assise, comment on construit des offres.
et comment on vient finalement on a closé HubSpot la semaine dernière. Donc pour nous qui sommes Mmh. extrêmement investis dans le processus, enfin dans la communauté pardon HubSpot, on a beaucoup appris justement sur comment on price, comment on vend, comment on fait la sécurité. Et donc voilà, pricing, vente, c'est mon deuxième gros sujet. Et troisièmement, qui est un peu lié au premier, c'est bon bah nous on continue d'avoir une croissance stable en pourcentage mois sur mois. Sauf que ça veut dire que peut-être qu'il y a 2-3 ans, on ajoutait 4, 5, 10 clients par mois. Quand aujourd'hui, tu ajoutes une centaine de clients par mois, comment est-ce que tu gères justement cet afflux de nouveaux clients, de demandes support et ça rentre finalement un petit peu dans la thématique de standardisation, mais aussi voilà, de créer quelque chose un petit peu plus scalable. Donc, je pense qu'on a fait un taf assez exceptionnel. Moi, je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait, toute l'équipe, pour commencer à nous faire une place. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent et qui viennent vers nous et on a moins ce challenge de confiance. Et donc, c'est maintenant comment est-ce qu'on continue sur cette lancée et qu'on se laisse pas surmener par les gens qui sont intéressés par nous. Ouais, oui, c'est que tu rentres du coup dans des problèmes d'échelle, de structuration, de volume, Exactement. sur C'est ça. lesquels tu peux, bah, c'est ce qu'on disait au début, au final, tu ne peux plus te contenter des choses qui ne sont pas, qui sont chronophages et qui sont pas scalables. Et là, tu es obligé quand même de rentrer dans un process de structuration, quoi. Mais il y a des étapes. C'est ça. Mais toujours en le Euh, faisant différemment. Ça, c'est très important. On veut pas devenir les Zoom, ouais, les Salesforce. On veut toujours, même si on se professionnalise, on devient plus mature, on veut pas justement devenir comme eux. Sinon, ouais, faire quelqu'un ce que d'autre tu viendra, critiquais, on va fera ce dire un que petit nous on peu. a fait. Et puis, Ouais. mais bon, après, c'est un peu le cycle de vie naturel d'une entreprise. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. Très cool. Écoute, si on devait résumer un petit peu notre échange, retenir un truc de ce qu'on s'est dit, tu voudrais mettre quoi en avant? Un truc. T'as 3 Euh, mots. Vas-y. Ouais, 3 mots, je peux pas. Je peux faire une phrase. Non. Euh, pour faire face à des acteurs, des gros acteurs du marché, il faut proposer des expériences exceptionnelles à ses premiers clients. Utiliser ses premiers clients comme ambassadeurs, comme presque canal de distribution pour s'étendre et vraiment pouvoir se reposer là-dessus jusqu'au stade où on atteint un certain stade de croissance et auquel cas faut arrêter de faire n'importe quoi et il faut venir standardiser un petit peu parce que sinon on va se laisser surmener par ce qu'on a pu construire dans le passé. Voilà. Ok, très cool. En Bah une écoute, phrase, j'essaie de résumer un petit peu l'intégralité de la conversation. J'ai sauté le positionnement, j'ai sauté plein de trucs, très mais bien. voilà, on a Ouais, non, discuté c'est de pas plein de mal, c'est pas choses. mal. C'est vrai que on tiendra quand même gros focus utilisateur, en tout cas dans les premiers temps. De toute façon, c'est de là que vient la différenciation aussi. Ça n'est pas de nulle part, quoi. Très cool. Bah écoute, encore une fois, Maxime, Peut-être, je sais pas si. alors, Vas-y, dis-moi. une dernière petite anecdote, tu vois, Ouais. nous, notre gros différenciateur pendant très longtemps, c'était notre intégration HubSpot. Et encore aujourd'hui, 91% de mon revenu qui vient de clients Mhm. HubSpot. Et comment on a fait pour faire une intégration HubSpot qui marchait du feu de Dieu, plutôt que d'aller voir les développeurs et de leur dire, comme la plupart des boîtes le font, faites-nous une intégration HubSpot. C'est Mhm. moi qui ai fait les specs de l'intégration. Je veux Ok. ça, comme ça, comme ça. Moi, je connaissais déjà l'API HubSpot. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va utiliser cette route plutôt que cette route. C'est moi qui ai scopé le projet pour les devs qui ensuite l'ont implémenté. Alors que ça se voit, la plupart des intégrations HubSpot, elles sont construites par des devs, pas du tout pour les utilisateurs. Et ça a été Ouais. notre énorme point différenciant. Ça a été d'avoir un expert. Ça fait 5-6 ans que j'utilise HubSpot maintenant, je connais par cœur. Et c'est ça qu'on a leveragé pour créer quelque chose justement de très différent et qui a fait quasiment de notre boîte ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Oui, et en même temps, du coup, dans la niche que tu adresses aussi au début, ça a bien resserré ton marché parce que du coup, enfin, toi, il se trouve qu'en plus, t'es un peu le persona, du coup, potentiellement que tu allais cibler. Ouais. Donc, tu connaissais l'utilisateur et du coup, tu as servi aussi dans un premier temps plutôt les utilisateurs hotspot. Et donc, ça, c'est une façon de nicher aussi, de Mm. réduire son marché adressable au début. C'est, bah, 100%. tu t'es concentré sur ce pan-là, du coup, de l'écosystème market, startup, tous ceux qui utilisent les utilisateurs hotspot, quoi. Et après, potentiellement, tu peux rajouter d'autres intégrations et puis c'est une façon d'étendre ton marché. Enfin, bon, bref, il y en a d'autres. Mais ok, très cool. Bah écoute, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Maxime, d'être venu sur le podcast. Merci à toi. Et puis bah, maintenant, je te souhaite une bonne journée. Toi aussi. Salut. Salut Axel.